Mobilisation générale au Moyen-Orient contre l'État islamique. John Kerry arrive demain à Amman, point de départ d'une tournée des capitales arabes. Et demain soir, c'est Barack Obama qui doit dévoiler sa stratégie pour lutter contre l'EI. En Irak, justement, un nouveau gouvernement a prêté serment aujourd'hui, gouvernement d'union nationale conduit par les chiites alors que le pays est en pleine implosion. Premier rapport d'experts sur l'explosion du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine. Ce sont de multiples projectiles, sans doute tirés depuis le sol, qui sont la cause de ce drame. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous, on est ensemble donc pendant 1h30 avec ce soir une large partie consacrée à la situation au Moyen-Orient. Les États-Unis vont tenter de mobiliser les pays arabes contre l'État islamique. C'est l'objet tout d'abord de la venue de John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui sera demain matin à Amman, en Jordanie, pour une première étape. Il y a ensuite un sommet prévu en Arabie Saoudite. Et puis, demain soir, depuis Washington, un discours très attendu de Barack Obama qui doit dévoiler son plan. On va en parler et de toutes les, évidemment, les implications de cette lutte contre l'État islamique dans un spectre plus large. On va en parler avec Jacques Neria, expert pour le Moyen-Orient. Bonsoir à vous, Jacques. Et puis le docteur Paul Kieseyan, bonsoir, qui est avec nous. Vous êtes victimologue. Vous participez en ce moment au sommet sur le contre-terrorisme qui a lieu tout près d'ici à Herzliya, donc en Israël. Et puis vous présidez également l'association Sassoon qui œuvre pour l'amitié entre les Arméniens et Israël. Nous serons également en direct avec tout à l'heure nos envoyés spéciaux qui sont à Jérusalem pour faire un point sur cette situation diplomatique qui concerne également Israël. Vous le voyez, Shai, Léa et Amjad sont sur place donc pour faire un point sur cette situation diplomatique. I will travel to the Middle East to continue to build the broadest possible coalition of partners around the globe to confront, degrade, and ultimately defeat ISIL. We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. We need to use every power and everything we have in our armory to squeeze this dreadful organization out of existence. Alors à quoi va ressembler cette coalition que les États-Unis veulent mettre sur pied pour lutter contre l'État islamique? On devrait en savoir beaucoup plus dans les heures qui viennent, avec notamment donc l'arrivée dans la région de John Kerry, le secrétaire d'État américain. On va se retrouver tout de suite en direct de Jérusalem avec notre envoyé spécial Léa Berdugo. Léa, bonsoir. On attend donc dans la nuit l'arrivée à Amman en Jordanie de John Kerry pour cette première étape. Exactement, John Kerry va arriver dans la région pour mener donc cette offensive diplomatique. Le secrétaire d'État américain arrive ici pour essayer de bâtir une large coalition. Les États-Unis souhaitent en effet bâtir une alliance d'environ 40 pays pour lutter contre le danger de l'État islamique. Alors John Kerry donc souhaite bâtir cette alliance pour lutter contre les djihadistes. Il va se rendre à Amman, ensuite en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a confirmé accueillir une réunion jeudi arabo-américaine contre le terrorisme. Alors les pays arabes ont désormais affiché leur soutien à cette initiative américaine, notamment les pays membres de la Ligue arabe qui ont affirmé vouloir lutter contre les dangers djihadistes et les dangers du terrorisme. Alors John Kerry en Arabie Saoudite va s'entretenir avec les chefs de la diplomatie des pays du Golfe, mais également de l'Irak ou de l'Égypte. L'Égypte qui a également soutenu cette initiative américaine, mais il a toutefois demandé un cadre à d'éventuelles mesures sécuritaires qui seraient prises par les États-Unis et par cette coalition de 40 pays. Il a demandé à ce que ce soit inscrit sous le coup d'un mandat de l'ONU et d'une résolution du Conseil de sécurité.
Merci Léa Berdugo. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour évoquer notamment la position d'Israël justement dans ce dossier, puisqu'il y a eu aujourd'hui un appel du ministre de la Défense. Alors Jacques Néria, quand on dit justement là ce soir qu'on va mettre en place cette coalition d'envergure, John Kerry là vient chercher vraiment des appuis militaires. Là, ils vont mettre en place une stratégie. D'abord, c'est l'ironie du sort. On parle d'une coalition de 40 États. Et nous parlons d'une organisation ou d'un petit État de 20 000 combattants. Donc, ou bien c'est quelque chose d'inimaginable, ou bien c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, ou bien le phénomène est beaucoup plus grand et beaucoup plus sérieux que l'on ne veut l'admettre. Donc, cela dit, les États-Unis ont un très grand problème avec la façon d'attaquer l'État islamique en Irak et en Syrie. En Syrie, c'est un double tranchant. Attaquer les objectifs de l'État islamique en Syrie voudrait d'un côté permettre à l'armée syrienne de reprendre des territoires qui ont été perdus aux djihadistes, ce que les Américains ne voudraient pas. De notre côté, attaquer des cibles et des cibles sans que la Syrie n'accepte. Donc c'est automatiquement opposer les Russes qui se sont déjà exprimés qu'ils ne laisseront pas faire l'Occident et les forces, enfin la coalition internationale, comme il avait fait en Libye. Donc le président de la Libye joue contre, je dirais, cette thèse-là. Ce qui fait que les Américains devront se concentrer en premier lieu sur l'Irak. Là, en détruisant, je dirais, les infrastructures de l'État islamique. Et là, je dirais, c'est beaucoup plus facile puisque l'Irak, naturellement, a exprimé sa volonté de participer. Et donc, en un premier temps, tout va se concentrer sur l'Irak. La façon de traiter avec la Syrie sera très intéressante à savoir. Alors, il y a une stratégie également qui est annoncée aujourd'hui. Par exemple, les Britanniques disent qu'ils vont livrer des armes, notamment des armes lourdes, aux Kurdes dans le nord pour combattre. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de s'engager au sol. Les Kurdes sont pour vous un allié incontournable pour lutter contre l'État islamique, Pierre Kesselian ? Je pense que oui, parce que les Kurdes, vous le savez très bien, sont morcelés sur plusieurs pays, sur la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Turquie et même en Arménie. Je pense qu'il y en a aussi en Azerbaïdjan. Donc c'est un grand peuple qui ne se laissera pas faire et qui a envie de vivre justement en Irak et puis peut-être retrouver aussi un État. Et je crois qu'actuellement, les Kurdes aussi sont alliés avec Israël. Que les Britanniques donnent des armes aux Kurdes, je pense que ce serait une bonne chose. C'est un peuple vaillant. Bien que durant le génocide arménien, je pense que vous le savez, bien sûr le maître était le Turc et la main était le Kurde. Les Arméniens en veulent beaucoup moins aux Kurdes et je crois que ils ont parfois éprouvé aussi des regrets de ce qu'ils ont fait aux Arméniens. Mais c'est un peuple très vaillant et il faudra compter sur eux. Et si jamais ils gagnent, il ne faudra pas qu'ils oublient les ailes qu'ils ont eues et peut-être aussi de la part d'Israël. Et peut-être aussi reconnaître aussi l'État d'Israël parce que beaucoup de gens et beaucoup de pays musulmans ont des difficultés à reconnaître l'État d'Israël et l'aide que l'État d'Israël leur apporte. Ouais. Il est beaucoup question de l'État islamique au sommet auquel vous assistez en ce moment, Pierre Kesselian, à Herzliya, ou pas ? Oui, l'Empire du Levant, mais c'est vrai que c'est dans la mouvance du djihad, exactement. Les Canadiens en ont parlé, les Italiens, les Britanniques, tout le monde en a parlé. Et c'est vrai qu'il y a une grande crainte qui se formalise sur ce sujet et qui revient aussi dans la mouvance aussi du terrorisme. Si je me permets, sur les Kurdes, là aussi, il y a un grand problème pour les Turcs. Parce que le PKK, qui est naturellement reconnu comme une organisation terroriste par les États-Unis et par la Turquie naturellement, Öcalan est toujours en prison en Turquie, est en train de mener, il est le fer de lance contre l'État islamique en territoire irakien. Donc les Turcs sont déjà alarmés parce qu'ils ne veulent pas que les armes arrivent en quantité aux Kurdes parce qu'ils vont se retrouver avec, je dirais, de nouveau face aux Kurdes, beaucoup plus armés jusqu'aux dents. Il faut se rappeler aussi que les Kurdes ont perdu la région de Sinjar parce que les derniers combattants kurdes sur place n'avaient plus de munitions.
Donc c'était cette raison-là, c'est pour cela que les Yézidis ont été, ont été livrés à leur sort et que les Peshmerga se sont retirés. De notre côté, il faut considérer le fait que les Kurdes ne vont pas se battre en territoire non kurde. C'est-à-dire que les Kurdes se battront uniquement dans les territoires qu'ils pensent être dans l'autonomie ou le futur État indépendant kurde. Le reste devra être fait par l'intermédiaire de l'armée irakienne qui est d'ailleurs dans ce schéma. Problématique, hein. Dans ce schéma américain, il y aura beaucoup à entraîner, la formation est essentielle et commencer à pousser par l'intermédiaire, je dirais, des forces irakiennes en territoire non kurde. Je voudrais qu'on parle du rôle obscur de la Turquie justement dans ce dossier de l'État islamique, parce que c'est vrai que c'est un pays qu'on accuse finalement de soutenir le terrorisme, notamment vis-à-vis des Kurdes. Ils sont très hostiles, Jacques le disait, mais ils ont également un rôle peut-être obscur vis-à-vis du terrorisme. Eh bien aussi, on le sait, puisque les Turcs, pendant la dernière guerre, ont soutenu le Hamas. On sait que la Turquie a accusé Israël de génocide. Et je pense que ça fait doucement rire les Arméniens qui ont subi un génocide en 1915. D'ailleurs, l'année prochaine, nous allons commémorer les 100 ans du génocide arménien. Et je serais curieux de savoir... C'était des propos très malheureux de la part d'un dirigeant turc de parler de génocide. Il a regretté ? Non, il n'a pas regretté. Ah oui, donc c'est plus que malheureux. Je pense que, et d'autant plus que la Turquie est responsable du génocide, entre 1 million et 1,5 million d'Arméniens qui ont été tués, et le sang de ces Arméniens sont sur le sol turc. Alors, la Turquie est très mal placée pour donner des leçons à Israël, entre autres, et puis aussi à peut-être d'autres peuples, bien qu'il se targue d'être un peuple musulman modéré. Maintenant, la Turquie va certainement faire un grand écart, parce que je pense qu'il y a des bases de l'OTAN en Turquie. Donc l'OTAN va armer les Kurdes, l'Europe va armer les Kurdes, ou comment va réagir les Kurdes. Et je suis d'accord avec vous. Ils vont devoir faire un grand écart, parce que je pense que la Turquie actuellement elle va se situer où? C'est ça le gros problème. De plus, il faut souligner le fait que la Turquie est le territoire de passage de tous les djihadistes qui viennent d'Europe. Exactement. Parce que les djihadistes passent par la Turquie, étant donné qu'ils n'ont pas besoin de visa. Donc les Français qui sont mobilisés, les Anglais, les Allemands, toute l'Europe passe par la Turquie. Il paraît même qu'à Gaziantep, juste avant la frontière syrienne, il y a des camps d'entraînement pour les djihadistes, juste avant d'entrer en territoire syrien ou en territoire irakien. Donc, je dirais, Erdogan ne peut pas dire je ne connais pas, je ne sais pas. Non, il semblerait que ces services de renseignement sont très impliqués dans ce passage-là des djihadistes. Donc, double jeu pour vous de la Turquie vis-à-vis des Américains et de la lutte contre l'État islamique. Il faudra tout simplement mettre fin à ce jeu-là dans cette coalition. Parce que d'un côté, la Turquie ne peut pas faire partie de l'OTAN, et de l'autre côté, laisser les djihadistes passer en territoire irakien ou syrien. Et même la Turquie a laissé faire aussi des djihadistes. Il y avait un village arménien qui se trouvait dans le nord de la Syrie. Il a laissé faire les djihadistes massacrés, mais littéralement massacrés, violés, comme les musulmans savent faire dans ce village arménien. Et ça a été terrible pour la communauté arménienne de Syrie. Alors, on va justement revenir en images maintenant sur cette situation diplomatique dont on parle ce soir. Les Américains qui tentent donc de former une coalition avec les pays du Golfe. Il va y avoir des négociations là pendant quelques jours, et puis ensuite sans doute un plan. On en parle tout de suite, et c'est Joseph Emmanuel qui nous résume cette situation. Consolider une alliance internationale contre l'État islamique, c'est l'objectif de John Kerry attendu aujourd'hui au Moyen-Orient. Une tournée qui débute par la Jordanie et l'Arabie Saoudite, alors que le président Obama doit exposer demain son plan d'action contre les djihadistes, un plan qui inclura le gouvernement irakien nouvellement élu, élection saluée par un secrétaire d'État américain prudent quant à la durée des opérations de la future coalition. Coordonner une campagne et une coalition mondiale ne se fera pas en quelques jours ou quelques semaines, mais cette coalition sera construite pour durer des mois et peut-être même les années à venir. Une alliance mondiale d'une quarantaine de pays pour combattre l'État islamique est donc pressentie. Washington passe ainsi à la vitesse supérieure dans la foulée d'une réunion au sommet de l'OTAN vendredi dernier, durant laquelle 10 pays, dont la France, jetaient les bases de cette union aux contours encore flous.
À l'évidence, différents pays offrent différentes capacités. L'accent sera mis sur ces multiples champs d'aide possibles, notamment apporter soutien militaire à nos partenaires irakiens, mettre fin aux flux de combattants étrangers, contrer le financement de l'EI, résoudre la crise humanitaire et délégitimer l'idéologie de ces djihadistes. Selon cette déclaration, d'autres pays prendront part à cette coalition. Le Moyen-Orient sera représenté officiellement par des membres de la Ligue arabe ou officieusement à travers Israël, qui apporterait déjà une aide importante par son renseignement. En revanche, la porte-parole du département américain a confirmé que l'Iran et la Syrie ne feraient pas partie de la coalition. Depuis le début du mois d'août, l'armée américaine a effectué 150 frappes dans le nord de l'Irak. Voilà donc pour cette coalition qui devrait se mettre en place. On voit aujourd'hui dans un sondage aux États-Unis que 76% des Américains, Jacques Néria, sont favorables à des frappes militaires poussées de l'armée américaine sur l'État islamique. Ce qui a poussé les Américains au désespoir, c'est l'image horrible des deux journalistes égorgés en direct. Et c'est humilier les États-Unis, ce que les États-Unis ne peuvent pas souffrir. Donc, je dirais, ce ne sont pas les Yazidis, ce ne sont pas les chrétiens de Mossoul qui ont été victimes des djihadistes, c'est surtout ces deux journalistes-là qui pèsent, je dirais, et qui ont pesé la balance de l'autre côté. De ce point de vue-là, les États-Unis seront très, très stricts et très directs. Ils vont s'engager. Obama a demandé d'avoir beaucoup plus de pouvoir au Congrès, donc ce qui aura certainement accordé, parce que ce qui semble être, donc on avait parlé de 20 000, 30 000 combattants, mais c'est beaucoup. C'est un phénomène qui va du Maghreb jusqu'en Chine. Mm-hmm. C'est un phénomène qui attaque les États comme États, donc les États-nations et les efface pour établir un État islamique unifié. Donc de ce point de vue-là, il faut tout simplement réagir et réagir vite, parce que ce qui se passe, c'est que les djihadistes sont en train d'affluer, en train de quitter Jabhat al-Nusra pour se joindre. Al-Qaïda est en train de perdre du terrain face à l'État islamique, et l'État islamique est en train de prendre une telle ampleur et surtout d'être imité. C'est l'image de cette conquête de Mossoul a été imitée. Nous voyons aujourd'hui Boko Haram au Nigeria qui établit son émirat dans trois villes du nord. On voit ce même phénomène-là un peu partout, des émirats qui sont établis et qui naturellement posent un grand danger aux États-nations. C'est pour cela que cette réaction-là sera très, très ferme et en essayant d'enrayer ce phénomène-là, qui, je vous rappelle, c'est un phénomène qui est un phénomène social en premier lieu. Donc il y a ici à la base l'hostilité sunnite-chiite. Donc on ne pourra pas effacer cela. Et je dirais les dangers de débordement sont déjà au Liban, sont déjà naturellement au Liban, en Jordanie. En Libye, l'État est complètement disloqué. On parle d'une intervention française déjà internationale pour reprendre les rênes de l'État qui a été complètement disloqué. Donc on voit aujourd'hui au Maroc, en Algérie, des réactions face à des cellules de Daesh qui sont, enfin de l'État islamique, qui sont en train de paraître. Tout cela pose un grand problème aux États-Unis et il faut agir vite pour ne pas perdre de crédibilité. Alors, on continue à en parler avec vous. On parlera de la France, justement, face à ce dossier de l'État islamique. Mais tout de suite, on va aller à Herzliya, là où se tient ce sommet sur le contre-terrorisme auquel vous participez, Pierre Kesselian, puisque le ministre israélien des Affaires étrangères est en train de s'exprimer en direct avec Avigdor Lieberman, des propos que va nous traduire Ethan Haddock. On ne peut pas comparer entre le terrorisme de l'islam et le terrorisme de la gauche radicale qu'a connu l'Europe dans les années 70. On ne peut pas non plus comparer entre la conquête des Allemands nazis en Europe et aujourd'hui la conquête des islamistes au Moyen-Orient. Mais finalement, il doit être clair que ce soit les nazis à l'époque ou dans les années 70, le terrorisme de la gauche radicale qui avait donc un but stratégique, finalement, lorsqu'on veut les battre, on peut les battre. Et c'est pourquoi, aussi dans ce cas, dans le cas présent, notre cas, nous pouvons gagner, on peut gagner. Il y a beaucoup de problèmes et de caractéristiques du terrorisme d'aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr que tout le monde ici comprenne les détails. Quand on parle de terrorisme, aujourd'hui le terrorisme n'a pas de limite, n'a pas de frontières limitées. Ça n'est pas défini. Il n'y a pas aujourd'hui
de civils spécifiques. C'est quelque chose de très diffus, c'est une idéologie qui, lorsqu'on sait, comme on le sait, elle traverse les frontières et donc on ne peut pas gagner, battre ce terrorisme parce qu'il n'y a pas là-bas de structure hiérarchique. C'est quelque chose de très, comment dire, très libre, pas très défini. Et c'est pourquoi ce que vous entendez aujourd'hui de toutes sortes de personnes et de politiciens, comme quoi, eh bien, en réalité, on ne peut pas vraiment se mesurer à ce terrorisme. Je crois que ce n'est pas vrai. Tout cela n'est pas vrai. Ce que nous avons manqué, le grand raté, c'est qu'aujourd'hui, ces organisations, ce terrorisme, ces organisations qui n'ont pas de territoire, qui n'ont pas de frontières, qui n'appartiennent à aucune nation, à aucun nationalisme, finalement, toutes ces organisations terroristes veulent devenir d'une organisation terroriste, ils veulent devenir un État de terrorisme. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent obtenir un État. Et il y a ici aujourd'hui des organisations qui ont réussi à obtenir un État, ou peut-être pas un État, mais un demi-État. Lorsque l'on parle d'une organisation terroriste comme le Hamas, eh bien, il a un demi-État. Et il a aujourd'hui des limites très claires, 360 km carrés. Il a des frontières. Et là-bas, on peut et il faut étouffer ce terrorisme. C'est pourquoi, lorsque nous allons au Liban, le Hezbollah, c'est un État dans l'État, avec un territoire bien défini. Et lorsque nous allons au Nigeria, eh bien là-bas aussi, Boko Haram a finalement mis sur place un pays, un État dans l'État. Toujours encore aujourd'hui un semi-État. Mais les autres organisations aussi, leur but est de mettre en place des États de terreur, des États terroristes. Que veut Al-Qaïda? Que veut l'État islamique? Finalement, ils veulent mettre en place, créer un État. Et c'est cette étape qui est la plus dangereuse, qui peut être la plus dangereuse pour le monde libre. C'est cette étape la plus dangereuse. Et tout notre but, c'est de les en empêcher d'arriver à une situation qu'il n'y aura pas d'État de terror, d'État terroriste. Nous sommes à une étape intermédiaire. Empêcher une organisation terroriste de devenir un État terroriste, on est au dernier moment. Nous devons faire et nous sommes capables de faire quelque chose maintenant. Parce qu'à partir du moment où il y aura un État terroristes, nous serons dans une situation complètement différente. Alors que lorsqu'il y a une semi-État terroriste, nous pouvons encore les étouffer, nous pouvons les combattre et les battre. Voilà donc pour cette intervention en direct d'Avigdor Lieberman, le ministre israélien des Affaires étrangères, en direct donc d'Herzliya. Pierre Cussillon, je voudrais que vous disiez un mot parce qu'on parlait de l'État islamique et à l'instant on vient d'entendre ce qu'a dit Avigdor Lieberman. Il y aura donc une mobilisation, tout le monde doit être sensibilisé à ces groupes terroristes qui veulent devenir des États. Est-ce qu'en France on est aussi très concerné par cette menace de l'État islamique parce que les Américains le sont? Est-ce que les Français le sont? J'ai pas l'impression, non. Ce qui se passe en France est pour moi terrible en tant qu'Arménien. Il y a une montée de l'antisémitisme qui est absolument terrible. Quand en France des gens manifestent en disant mort aux Juifs, je crois que le NPA était en tête, et que nos ministres, que notre Premier ministre, notre Président de la République n'interdit pas ce parti ou demande pas à ce parti de s'excuser ou de se retirer, je trouve ça absolument déplorable. Où est notre France? La France que j'ai connue, la France que mes parents ont connue. Mes parents ont travaillé du matin jusqu'au soir pour ce pays. Qu'en ont-ils fait? Qu'en faisons-nous? C'est absolument terrible. Je pense que le peuple musulman souffre. Et rien que pour eux, il faut intervenir. Parce que je pense qu'il doit exister des bons musulmans. Il me semble. Et il faut leur donner cette liberté de parole, cette liberté de pouvoir être ce qu'ils sont, pouvoir être une femme libre, pouvoir être un homme libre. Mais si nous laissons faire ces musulmans, nous laissons faire ce califat, nous laissons faire ce territoire du Levant, c'est la démocratie qui est en danger. Mais pas simplement la démocratie, c'est aussi tous les pays musulmans, tous les
les peuples musulmans, de toute la terre entière. Et c'est un enjeu qui est mondial, pas simplement du Moyen-Orient. Cet enjeu est mondial et il faut en prendre conscience. Alors la France, là-dedans, si elle traîne les pieds, c'est dommage pour elle. Je pense qu'elle ne doit pas traîner les pieds, parce que c'est la patrie de la liberté. Ouais, la France les Français, c'est le contingent le plus grand de volontaires qui viennent d'Europe. Il semblerait que les filières de mobilisation, de recrutement, se trouvent dans les prisons françaises. C'est à partir de là que tout s'organise. Comme le cas de Médine et Mouche, tout à fait, terroriste. Tout à fait. Et ensuite, il passe par la Turquie. Tout le reste, on le sait. Cela dit, il faut se rappeler aussi que quand j'ai parlé tout à l'heure de la grande coalition de 40 États, que quand les États-Unis étaient présents en Irak avec un contingent énorme de soldats, ils n'avaient pas réduit Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est le père et la mère de l'État islamique. Donc, je dirais, il faut effectivement se concentrer en premier lieu sur l'Irak pour essayer d'éradiquer ce phénomène-là qui sera très difficile. Alors, d'un côté, il faudra des actions ciblées par des commandos américains, britanniques et autres, naturellement, qui interviendraient dans le territoire. Et ce qui se passe dernièrement, notez-le très bien, l'État islamique a commencé à perdre du terrain. Il a perdu presque tout le terrain gagné aux Kurdes. Il a perdu le grand barrage de Mossoul. Il vient de perdre le grand barrage de Hadissa. Et bientôt, sans doute, l'armée irakienne se prépare à reprendre Tikrit et à préparer la grande attaque sur Mossoul. Si Mossoul tombe, l'État islamique sera naturellement aura un très grand problème pour exister. Alors justement, que pensent les Israéliens de cette coalition qui se met en place pour battre l'État islamique? En aura-t-elle les moyens? Va-t-elle y parvenir? Quelques réactions recueillies aujourd'hui. On écoute. C'est un problème mental profond dont souffrent ces gens qui créent ce genre d'organisation ou d'association. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que le monde en soit capable. La vie humaine ne les intéresse pas vraiment là-bas. Seuls Israël et les Juifs peuvent y arriver. Je pense que les États-Unis et quelques pays d'Europe peuvent vaincre l'État islamique. Je suis sûr que c'est possible. Si les gens joignent leurs efforts dans différents pays et trouvent un plan pour lutter contre l'État islamique, je suis certaine que ce soit possible. Voilà donc pour quelques avis recueillis là dans les rues de Tel Aviv aujourd'hui. Les Israéliens, on l'a entendu avec Lieberman, qui sont très concernés par ce problème. Rapidement, en quelques secondes. Alors, en quelques mots, Israël fournira à la coalition des renseignements, donc des informations, satellites et autres. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. La coalition n'a pas intérêt à avoir des Israéliens sur le terrain. Pourquoi? Pour ne pas la disloquer. Donc notre participation sera jusqu'à la frontière du Golan. Et si jamais quelqu'un nous attaque là-bas ou du côté libanais, on réagira. Autrement, ça sera une coopération au niveau de renseignement. Merci beaucoup Jacques Neria. Merci à vous Dr Paul Keseyan. Je rappelle que vous êtes donc victimologue, vous êtes au sommet du contre-terrorisme qui a lieu en ce moment à Herzliya. Dans un instant, la suite du journal. Merci à vous. La mobilisation générale au Moyen-Orient contre l'État islamique. John Kerry arrive demain matin à Amman, point de départ d'une tournée des capitales arabes. Et demain soir, c'est Barack Obama qui doit dévoiler sa stratégie pour lutter contre l'EI. En Irak, un nouveau gouvernement a prêté serment aujourd'hui, gouvernement d'union nationale, alors que le pays est en pleine implosion. On en reparle dans une seconde. Premier rapport d'experts sur l'explosion du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine. Ce sont de multiples projectiles, sans doute tirés depuis le sol, qui sont la cause du drame. Et alors que toute la région est en train de se mobiliser pour lutter contre l'État islamique, l'Irak s'est doté d'un nouveau gouvernement aujourd'hui. Gouvernement toujours dirigé par un représentant de la communauté chiite, mais qui donne plus de représentativité aux autres communautés du pays. L'unité retrouvée pour lutter d'ailleurs contre l'ennemi commun, l'État islamique. Éléonore Veil. C'est désormais chose faite. L'Irak s'est doté ce mardi d'un nouveau gouvernement dirigé par Haïdar al-Abadi. Le Premier ministre bénéficiera d'une semaine afin d'achever la composition de son équipe.
dont les ministres responsables de la lutte contre l'État islamique. Si Al-Abadi est d'obédience chiite, le gouvernement comprendra également des représentants des communautés kurdes et sunnites, première étape dans la lutte contre les querelles interconfessionnelles qui divisent la société irakienne. Frères, notre pays fait face à une attaque sauvage et le peuple nous attend. Nous ne devons pas être séparés par des noms ou des postes, ni par provenance, parce que notre travail est de servir le pays. Si la communauté internationale attend beaucoup de ce changement directionnel, certaines voix, aussi bien kurdes qu'arabes, doutent de l'efficacité de ce nouveau gouvernement. En ce qui concerne le nouveau gouvernement qui a été formé, qu'on appelle le cabinet, en réalité il s'agit juste d'une extension ou d'un clone de l'ancien gouvernement. Ce sont les mêmes visages et la même image, mais organisés d'une manière différente. Honnêtement, il ne répond pas aux aspirations du peuple irakien, car il ne va pas plus loin que le partage du gâteau et le compromis politique. Le cabinet mis en place aura comme priorité la lutte contre les djihadistes de l'État islamique, un combat qui devrait mobiliser cette semaine toute l'attention de la communauté internationale. Mardi, John Kerry arrive pour une tournée au Moyen-Orient, à la veille de la présentation du plan d'action de Barack Obama contre l'État islamique. Voilà, et on vient de l'apprendre, le président français François Hollande doit se rendre en visite en Irak ce vendredi, donc évidemment en lien avec la situation. De son côté, Israël a appelé aujourd'hui l'ensemble des pays concernés à partager leurs renseignements pour lutter contre l'État islamique. On en parlait il y a quelques minutes avec notre expert Jacques Neria. Cette organisation djihadiste est en tout cas officiellement hors la loi depuis quelques jours en Israël, et ce après que l'on ait constaté la présence de quelques partisans de l'EI parmi des Arabes israéliens. C'est le cas notamment à Nazareth, où un imam de la ville a même été interrogé par le Shabak, le service de sécurité intérieure, la nuit dernière. Reportage sur place, Mathias Inbar, Maël Benoliel. Ce drapeau est celui du Hamas. Il flotte librement au cœur de Nazareth, ville arabe du nord d'Israël. Une ville surtout réputée pour son tourisme et moins pour son islam radical. Et pourtant, ici, il y a 2 jours, des islamistes ont affiché des slogans pro-État islamique, immédiatement enlevé par la police israélienne. Nadir Madjali est journaliste local. Il revient sur les faits. Il était écrit sur ces pancartes « Dieu est Dieu, il n'y en a qu'un, c'est Mohamed ». C'est la même façon d'écrire que l'État islamique. De ce que je vois, des gens s'identifient à l'État islamique. C'est dommage, mais c'est comme ça. Selon les services de renseignement intérieur israéliens, 25 Arabes israéliens auraient déjà rejoint les rangs de l'EI en Syrie et en Irak. Certains d'entre eux seraient originaires de Nazareth, comme cet homme qui préfère garder l'anonymat. Imam et homme de loi, il est déjà connu des renseignements israéliens, l'État islamique ayant été déclaré mouvement illégal par le ministre de la Défense Moshe Ya'alon. Le jugement de celui qui tue de façon déterminée, qui viole en toute connaissance, est la mort. Et cette mort a plusieurs formes. L'une d'entre elles est la décapitation qui est prévue contre les mécréants, les tueurs ou les violeurs. Alors, slogan djihadiste ou pas, les anciens de la ville préfèrent fermer les yeux. Les gens ont parlé de ça, mais ce n'est pas bon pour la ville. J'imagine que si ça s'est vraiment passé, c'est quelqu'un qui voulait faire du mal à notre ville. La question est de savoir désormais si l'idéologie de l'État islamique peut se propager rapidement dans la rue arabe israélienne. Si la situation reste en l'état, il est évident que l'État islamique continuera de se propager et de trouver une résonance de partout où il le pourra. C'est devant les murs de cette mosquée Shabadine à Nazareth, la mosquée de toutes les controverses, qu'auraient été placardés des messages faisant l'apologie du djihad et de l'État islamique. Une menace prise très au sérieux par les services de sécurité israéliens. La police a donc décidé de les arracher immédiatement, empêchant toute création ou association faisant justement l'apologie du djihad au cœur même d'Israël. Une étude israélienne sur la répartition des fonds publics tente à démontrer que le gouvernement donne plus d'argent aux localités situées dans les implantations de Cisjordanie que dans le reste d'Israël. Sujet donc évidemment sensible, même si l'écart tend à se réduire. Et cela nécessite évidemment qu'on y regarde à 2 fois avant de conclure. Le détail de cette étude tout de suite avec Léa Berdugou.
Les implantations en Cisjordanie recevraient presque 2 fois plus de fonds publics que les villes en voie de développement. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire sur l'égalité et la justice sociale en Israël. De 1991 à aujourd'hui, un habitant des implantations a reçu de l'État environ 690 € par an, contre 490 pour un habitant des villages arabes. Un résident des villes dites en voie de développement comme Netivot ou Sderot a lui reçu en moyenne 400 € par an, soit presque 2 fois moins qu'un habitant des implantations. Ce rapport souligne donc une inégalité dans les transferts de fonds publics aux municipalités, les implantations en Cisjordanie étant plus favorisées. Cependant, selon des études conduites ces 20 dernières années, ce sont les communautés arabes qui ont bénéficié de la plus importante augmentation des fonds alloués par l'État, passant de 160 € par personne à 490 aujourd'hui. Enfin, les villes les moins aidées par l'État sont les localités considérées comme les plus aisées, comme Tel Aviv ou Herzliya. Principale explication, ces villes sont soumises à de forts impôts locaux et par conséquent, les besoins d'une redistribution de fonds du pouvoir central sont moins importants. Certains considèrent cette étude comme une preuve de la politique de développement des implantations, tandis que d'autres y voient simplement une justification économique. Difficile donc de séparer les enjeux financiers d'éventuels positionnements politiques. Alors on va retrouver Léa Berdugo, notre envoyée spéciale en direct de Jérusalem. Bonsoir, rebonsoir Léa. Est-ce que donc on peut déduire de cette étude qu'il y a un vrai favoritisme envers les implantations et les habitants des implantations de la part du gouvernement ? Écoutez, les avis divergent, évidemment, selon les villes où les Israéliens habitent. Certains pensent que ces habitants des implantations sont favorisés et que cela s'insère dans une politique donc de soutien au développement des implantations, notamment en Cisjordanie. Pour d'autres, il s'agit uniquement d'enjeux financiers, comme on a pu le dire. Alors évidemment, donc, cette étude a montré que plus de fonds étaient alloués aux implantations en Cisjordanie qu'en villes dites en développement, comme certaines villes du sud du pays, comme Netivot ou Sderot. Les fonds alloués par l'État sont moins importants, donc il y a de nombreux ressentis parmi la population de ces villes-ci qui se sentent un peu négligées par rapport à certaines villes des implantations. Et puis les villes dites un peu plus riches reçoivent beaucoup moins d'État, on l'a dit, parce que notamment la situation avec les impôts locaux était plus favorable à ces villes, puisque de plus en plus de fonds donc sont récoltés au niveau local. Ils n'ont donc pas besoin de recevoir de l'État de l'argent du pouvoir central. Donc voilà, des considérations financières qui se mêlent à des considérations politiques, notamment au niveau de la population, mais également au niveau du pouvoir. Néanmoins, Léa, on s'aperçoit que les localités arabes israéliennes ne sont pas négligées pour autant. Oui, elles ont eu la plus large progression depuis une vingtaine d'années environ. De plus en plus de fonds sont alloués par l'État à ces localités. Donc elles reçoivent de plus en plus d'argent public donc pour leur développement. Alors bien sûr, certains disent que ces localités reçoivent plus de fonds. Donc il n'est en aucun cas question de discrimination, comme il pourrait être pensé par rapport au fait que les villes dans les implantations soient plus favorisées au niveau financier. Donc voilà, des considérations complexes au niveau politique sont ressenties ici en Israël. Merci Léa Berdugo, donc en direct de Jérusalem. Un nouveau test de missiles anti-missiles a été mené aujourd'hui par les Israéliens et les Américains. Il s'agit du fameux système Arrow 2, censé parer à des menaces de missiles tirés depuis de longues distances, tels que l'Iran. Et les résultats font ce soir l'objet d'interprétations contradictoires. L'essai n'aurait ainsi pas été concluant selon la Russie, qui a observé tout cela, évidemment. Maxime Pérez. Une longue traînée de fumée blanche dans le ciel d'Ashdod, puis au large du littoral, en mer Méditerranée. Mais cette fois, pas de roquettes lancées depuis Gaza et pas d'interception par le système Dôme de fer. Israël a procédé ce mardi matin au tir d'essai d'un missile Chetz, flèche en hébreu, conçu pour détruire en vol des missiles balistiques. Comme à chaque fois, le test a été conduit depuis la base aérienne de Palmachim, dans la région de Tel Aviv. Une manœuvre menée conjointement par Israël et les États-Unis. Depuis les années 1990, sous l'impulsion du géant américain Boeing,
Les deux alliés associent leur industrie militaire respective pour développer un système plus performant que le missile Patriot utilisé pendant la guerre du Golfe. Opérationnel depuis les années 2000, le système Khetz 2 doit répondre à la menace posée par les missiles Scud, comme ceux aux mains de l'armée syrienne et peut-être du Hezbollah libanais. Et surtout des missiles iraniens Shihab. Le système Khetz de longue portée subit régulièrement des améliorations technologiques, tandis qu'Israël envisage de l'installer sur ses navires de guerre pour assurer la défense de son territoire depuis les eaux internationales. Les États-Unis espèrent toujours en faire une partie intégrante de leur projet de bouclier antimissile en Europe. Et à propos de ces menaces de missiles, un porte-parole du Hamas à Gaza a démenti cet après-midi que le Hamas ait l'intention de reprendre ses tirs de roquettes sur Israël le 25 septembre prochain. L'information avait circulé ces derniers jours en Israël alors que les négociations n'ont toujours pas repris au Caire entre toutes les parties concernées. On se souvient également de ce cessez-le-feu qui avait été conclu le 1er août dernier lors de la fin du conflit. Cessez-le-feu qui avait été violé par le Hamas causant la mort de 3 soldats israéliens dont le lieutenant Hadar Goldin. Eh bien, il semble que les conditions de cette trêve aient fait l'objet d'un malentendu entre Israël et les États-Unis. Les explications tout de suite d'Eli Hotchenberg et Léonore Veil. 1er août 2014, 25e jour de l'opération Bordure protectrice. Les forces terrestres israéliennes sont présentes dans la bande de Gaza depuis 2 semaines. Des rumeurs font état d'un cessez-le-feu imminent de 72 heures entre Israël et le Hamas, négocié par les États-Unis et par l'ONU. Une trêve qui devait entrer en vigueur dès 8 heures du matin. 90 minutes après le début du cessez-le-feu, 2 soldats de Tsahal sont tués par des terroristes du Hamas, près de la ville de Rafah. Ils sont pris en embuscade alors qu'ils étaient à la recherche de tunnels offensifs. Les assaillants s'enfuient avec le corps du sous-lieutenant Hadar Goldin, qui sera plus tard déclaré mort au combat. Par la suite, les événements s'enchaînent rapidement. Tsahal riposte par des tirs d'artillerie vers la région de Rafah, faisant des dizaines de victimes côté palestinien. Le nom de code Hannibal est lancé, engageant la procédure à suivre en cas d'enlèvement. Tous les moyens sont bons pour empêcher que le soldat ne soit capturé, même au risque de sa vie. Cet incident a été l'un des faits les plus marquants de cette opération. Mais à présent, de nouveaux détails font surface. Il semblerait qu'un regrettable malentendu entre Israël et les États-Unis soit à l'origine de cette affaire. D'après la radio israélienne, les Américains auraient fait comprendre par erreur à Israël que le Hamas acceptait un cessez-le-feu de 72 heures, sans condition. Cependant, le groupe islamiste n'aurait en fait pas accepté les conditions de la trêve. Israël et les factions palestiniennes ont annoncé être prêts à un cessez-le-feu humanitaire de 72 heures sans condition. Des déclarations qui pourraient donc être erronées. À l'époque, Israël, les Nations Unies et les États-Unis avaient accusé le Hamas d'avoir violé le cessez-le-feu. Accusation immédiatement rejetée par le chef du Hamas, Khaled Meshal. Selon lui, la trêve n'a pas été rompue, car le Hamas ne s'était jamais engagé à ne pas s'en prendre aux soldats de Tsahal, agissant en territoire gazaoui. Des responsables israéliens confirment que le gouvernement avait été induit en erreur par Washington. Un malentendu tragique qui risque fortement d'aggraver les tensions des relations israélo-américaines déjà mises à mal ces derniers mois. Un premier rapport d'experts a été publié aujourd'hui aux Pays-Bas concernant l'explosion du vol Malaysian Airlines 17 au-dessus de l'Ukraine. Rapport qui confirme que l'appareil a explosé dans le ciel, touché par de multiples projectiles provenant vraisemblablement d'un missile, mais sans encore établir la responsabilité de ce tir. Julia Ganancia. Que s'est-il passé le 17 juillet dans le ciel ukrainien? Un premier rapport rendu aujourd'hui lève le voile. Le vol MH17 qui s'est écrasé à la mi-juillet dans l'est de l'Ukraine a été abattu en vol par un grand nombre de projectiles à haute vitesse, ce qui a disloqué l'appareil en morceaux. Selon le bureau d'enquête néerlandais pour la sécurité, la défaillance technique et la responsabilité de l'équipage sont donc hors de cause, mais des zones d'ombre subsistent.
Néanmoins, nous avons le souhait d'obtenir l'accès au site, car il y a des éléments là-bas qui nous intéressent. Le cockpit est très important parce que beaucoup de ces objets ont pénétré dans le poste de pilotage. Il y a certains éléments qui peuvent nous fournir des données qui ne sont pas dans les boîtes noires. Il est donc important d'avoir accès à la zone, mais nous devons attendre de voir si la situation est sécurisée, si nous pouvons y travailler pendant plus de quelques heures, parce que nous avons besoin d'un certain temps. Le rapport ne donne toutefois aucune indication sur la nature des projectiles ni sur leur origine. Alors, qui a abattu l'avion ? Depuis le drame, la confusion règne toujours. Les séparatistes pro-russes qui contrôlent la zone où l'avion s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine sont soupçonnés par Kiev et par les Occidentaux d'avoir tiré sur l'avion à l'aide d'équipements fournis par les Russes. Les rebelles et Moscou nient et accusent les forces ukrainiennes. L'un des principaux chefs des séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine a réaffirmé ce mardi que les rebelles ne disposaient pas d'armes ayant la capacité d'abattre un Boeing. Il faudra au moins près d'un an avant que nous venions au rapport final. Cela signifie que nous avons la conclusion des objets, les objets de haute énergie qui pénètrent dans l'appareil. Mais qui a causé cela? Quel est le caractère de ces objets? C'est une autre partie de l'enquête qui sera faite plus tard. Le vol MH17, affrété par la compagnie aérienne Malaysia Airlines en provenance d'Amsterdam, était à destination de Kuala Lumpur. Les 283 passagers et les 15 membres de l'équipage à bord ont tous perdu la vie dans le drame. Le musée juif de Bruxelles, théâtre d'un attentat sanglant en mai dernier, va rouvrir ses portes dimanche prochain avec des mesures de sécurité très renforcées. L'auteur de cet attentat, Mehdi Nemmouche, qui avait abattu 4 personnes, dont 2 Israéliens, a été extradé de France vers la Belgique, mais il refuse de participer à une reconstitution qui était prévue par la justice belge. Écoutez. Vous devez savoir, et vous le savez d'ailleurs, que M. Nemmouche, juste à ce stade-ci, ne désire pas donc participer à cette reconstitution. Éventuellement, il sera amené physiquement, mais est-ce qu'il parlera, est-ce qu'il reconnaîtra? Nous n'en savons rien. Ça, c'est le travail des juges. Nous leur faisons confiance et le seul souhait que j'ai, bien sûr, c'est que cette reconstitution puisse se faire dans les délais les meilleurs, les plus rapides. Nous avons la police devant la porte et nous aurons donc 2 personnes qui respectent la loi Tobac et qui donc feront la fouille de nos visiteurs. Donc je pense que pendant cette période intermédiaire, le public et le personnel peut être rassurés. Voilà, donc réouverture dimanche prochain de ce musée. L'économie tout de suite. Alors l'économie ce soir est largement dominée par l'événement, la présentation par la firme américaine Apple de son nouvel iPhone. On en est au 6e opus. On va en parler avec nos invités, enfin notre invité déjà, Harry Tebeka. Bonsoir, vous êtes expert en haute technologie et vous connaissez bien la firme Apple. Et puis Lionel Friedfeld qui est consultant et analyste financier. Donc sur i24 News, bonsoir à vous Lionel. Alors, on a peut-être l'image d'ailleurs à vous montrer tout de suite parce que ça se passe en direct, c'est toujours un show extrêmement préparé. Là, ça se passe à Cupertino, c'est le siège historique d'Apple, là où tout a commencé, une sorte de retour aux sources. Et on devrait avoir cette image donc à vous présenter en direct. Voilà le show qui est proposé. Alors Harry Tebeka, vous qui êtes un expert, là, qu'est-ce qu'on est en train de nous montrer? Il y a les jeux vidéo, c'est ça? C'est le nouvel iPhone, là, le 6. Oui, c'est le nouvel iPhone 6. En fait, Apple vient d'annoncer 2 iPhones, le 6 et le 6 Plus. Ah. Les 2 ont un plus grand écran que l'iPhone 5. Et les 2 sont beaucoup plus puissants et c'est pour ça qu'ils ont montré des jeux parce que le nouveau processeur et les nouveaux processeurs graphiques de cette nouvelle génération d'iPhone permet d'avoir des jeux 3D avec une vitesse et une puissance jamais vue jusqu'à présent. Donc, alors qu'est-ce qu'il a de plus? Bon, on parlait de cet écran, ok. Quels sont ses atouts, cet iPhone 6 là? Alors les atouts évidemment c'est d'abord l'écran plus grand et également la qualité de l'écran qui est améliorée, mais aussi un processeur qui s'appelle le processeur M8 qui permet de détecter les moindres mouvements, y compris lorsque l'on monte et on descend dans un immeuble. Donc ça permet de nouveaux types d'applications qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'à présent. Est-ce qu'il a mis fin, parce qu'il y a quand même des reproches qu'on fait à ces appareils, c'est de ne pas garder finalement la charge très longtemps, d'être un petit peu aussi trop dépendant de tout le système Apple. Est-ce que tout ça c'est corrigé ou pas du tout? Sur la batterie, ils annoncent une amélioration de la batterie, surtout pour le Plus, qui étant donné qu'il est beaucoup plus grand, a plus de place pour une grosse batterie. Et
Pour ce qui est pour le fait d'être enfermé dans le système Apple, quelque part, c'est la force d'Apple aussi. C'est qu'ils ont un magnifique écosystème qui fait que tout est simple. Tout est simple et tout fonctionne sans se poser de questions. Mais c'est cher ou pas, cet iPhone 6 l'iPhone 6 est au même prix qu'était l'iPhone 5 et l'iPhone 6 Plus, $100 de plus. Ouais. Donc, comme d'habitude chez Apple. Bon, alors, Lionel Friedfeld, si on regarde ce qui se passe, parce qu'il y a une concurrence qui est très active autour d'Apple, est-ce qu'ils sont toujours leaders là, dans ce domaine de la téléphonie? Est-ce que ce sont toujours eux les vedettes ou pas? Alors, effectivement, en tout cas, l'annonce de ce soir est historique. Et en fait, Tim Cook, le CEO d'Apple, l'a fait au même endroit où Steve Jobs l'avait fait en 1984 pour annoncer la sortie du Macintosh et en 1988 pour la sortie du iMac. Les deux plus cache-co, on va dire les vaches à lait du groupe Apple depuis très longtemps. Aujourd'hui, la problématique d'Apple, c'est de sortir et d'avoir des vaches à lait dans le groupe. Et c'est pour ça que cet iPhone 6 et 6 Plus vont contribuer aux performances du groupe. Ça représente 50% du chiffre d'affaires d'Apple, près de 170 milliards de dollars et 2/3 des profits du groupe, près de 40 milliards de dollars par an. Donc c'est colossal. Deuxième annonce qu'on va sans doute voir, ça sera la montre connectée. Ouais, alors ça, c'est l'événement aussi, hein, l'iWatch. L'iWatch, exactement, en fait, qui suit un petit peu Samsung, LG et Sony. Apple avait pris un petit peu de retard, mais on pourra avoir énormément d'informations, notamment qui suit la mode en fait des bracelets connectés, notamment dans le domaine de la santé, qui vous permet de faire votre jogging et puis voir le nombre de calories que vous allez brûler avec ce bracelet. Ouais, c'est une innovation importante pour vous, cette iWatch, plus peut-être que l'iPhone 6 ce soir? Certainement, c'est quelque chose de très stratégique pour Apple, puisque ça va permettre d'avoir des capteurs. D'ailleurs, là, j'ai ici même, ce n'est pas l'iWatch, qui n'est pas encore annoncé officiellement. C'est une montre Pebble, c'est un peu ce genre de choses, qui me permet de savoir quand quelqu'un m'appelle sans sortir mon iPhone de ma poche, de même rejeter l'appel, de voir les messages, SMS et notifications directement. Et donc, c'est certain que si Apple sort une iWatch, elle fera tout ça, mais également, et ça on a pu le voir en tant que développeur grâce aux informations techniques qu'ils nous ont données en avance, un grand nombre de capteurs liés à la santé. Donc sans doute des capteurs cardiaques, des capteurs de température, on ne sait pas encore trop exactement. Mais Apple compte beaucoup sur le tracking de la santé des gens, de façon à ce qu'on ait en permanence sur soi une idée de comment évoluent nos différents paramètres de santé. Ça remplacera le téléphone ou pas, l'iWatch? Ou faudra les deux? L'idée, enfin je pense, ils n'ont pas encore annoncé officiellement, mais l'idée c'est que ce soit complémentaire. Ouais. Bon, et Apple est toujours leader ou pas aujourd'hui? Alors, leader, oui, avec peut-être un futur grand concurrent en Chine, Xiaomi, qui est en fait le Apple chinois, qui veut partir à l'assaut du monde. Mais aujourd'hui, on voit que Samsung est un petit peu en faiblesse par rapport à Apple. Mais Apple, aujourd'hui, a une valorisation boursière de 586 milliards de dollars. Donc, c'est un monstre. C'est l'équivalent de 5 fois Total au CAC 40, qui pèse 120 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, Apple a commandé notamment 80 millions d'unités d'iPhone à son fournisseur taïwanais Honhai. Et donc, ça va être véritablement un succès. Voilà, et ce sera en vente dans quelques jours, hein, pas tout de suite, ce nouvel iPhone. Merci Lionel Friedfeld, merci à vous Harry Tebeka, expert donc en haute technologie. Voilà pour cette présentation événement. Le sport tout de suite. Et on va revenir sur la finale homme de l'US Open de tennis la nuit dernière, avec forcément un événement, puisque les deux finalistes étaient en première finale de leur histoire en Grand Chelem. Eh bien, c'est le Croate Cilic qui s'est imposé en 3-7 facilement face à Nishikori. Retour tout de suite sur la finale avec Mathieu Topman. Finale inédite à Flushing Meadows. À la surprise générale, le titre de l'US Open a opposé Nei Nishikori, 11e au classement mondial, à Martin Cilic, quant à lui 16e. En demi-finale, Nishikori avait sorti le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, alors que Cilic s'était imposé face au numéro 3 mondial, Federer. À l'US Open, les deux finalistes s'étaient déjà rencontrés à 2 reprises pour une victoire chacun. Sur l'ensemble de leur carrière, c'est le Japonais qui domine avec 5 victoires contre seulement 2 pour le Croate. Les statistiques sont une chose, mais la réalité du terrain est bel et bien différente. Cilic empoche la première manche facilement sur un score de 6-3. Dans le second set, le Croate enfonce le clou. Sans aucune pitié, il s'adjuge la deuxième manche sur le même score 6-3. Nishikori tente le tout pour le tout, mais son adversaire est capable de coups magistraux pour se tirer d'affaire comme ce lob extraordinaire. Cilic s'envole et sert pour le match. La première balle est la bonne, son revers fait mouche. Le Croate s'étale sur le terrain pour célébrer sa première victoire en Grand Chelem. C'est la Croatie tout entière qui a soutenu son joueur. Les fans ont laissé exprimer leur joie pour ce qui représente la 3e victoire d'un joueur croate en Grand Chelem.
Tout le pays a été en euphorie, avec des supporters qui ont dansé dans les rues autour de feux d'artifice. Malgré sa défaite, Nishikori s'estime fier et heureux de l'avance du tennis nippon sur la scène internationale. Les supporters japonais ont regardé le match en espérant remporter leur première victoire en Grand Chelem de toute l'histoire, mais ne perdent pas espoir et voient leurs joueurs ramener un titre dans les années à venir. Certainement pas attendu en début de la quinzaine, Cilic rentre dans l'histoire comme le joueur le moins bien classé à remporter l'US Open. Il est cependant sans aucun doute l'un de ses plus beaux champions. Alors, Cilic, nouvelle star du tennis, bonsoir, Lise Barenbaum. Faut s'emballer ou pas ce soir ? En tout cas, Cilic revient de loin, parce qu'on sait qu'il a reconnu lui-même, il a joué son meilleur tennis hier soir. Jusqu'à présent, son plus haut fait d'armes, c'était d'avoir gagné le Queens en 2012, un tournoi ATP 250, donc pas quelque chose de remarquable. Et donc, hier soir, il a vraiment remercié son entraîneur, illustre compatriote, Goran Ivanisevic, vainqueur de Wimbledon en 2001, qui l'a aidé à prendre sa revanche, parce qu'on s'en souvient, Cilic n'était pas à l'US Open en 2013. Pourquoi ? Parce qu'il purgeait une suspension de 9 mois pour dopage, qui a ensuite été réduite à 4 mois, parce que c'était une erreur. Donc il est vraiment arrivé à Flushing Meadows avec l'envie d'en découdre, et on l'a bien senti, puisque sur ses 3 dernières rencontres, contre quand même Thomas Berdych, Roger Federer et Nishikori, il a toujours gagné en 3-7, donc des victoires cinglantes et des victoires vraiment expéditives. Et d'ailleurs, son entraîneur a dit que le déclic, ça avait été le match de 8e de finale très pénible contre Gilles Simon, un match en 4 heures qu'il a arraché en 5-7. Et quand il a vu qu'il pouvait gagner contre Simon, ça l'a libéré et il a finalement été jusqu'au bout. Un mot, le Big Four, c'est fini ou pas là, les 4 grands qui n'ont pas été en finale ? Écoutez, en tout cas cette année on a eu 2 outsiders, c'est Stan Wawrinka qui a gagné l'Open d'Australie et maintenant Cilic l'US Open. Donc on sent qu'une nouvelle ère est en train de commencer, dans le tennis mondial. Voilà, on va suivre ça évidemment la saison prochaine, puisque là c'est fini pour les grands chelems. Merci Lise Barenbaum. Voilà donc pour l'essentiel de cette actualité. On va dans un instant ouvrir un débat sur la politique menée par le gouvernement israélien vis-à-vis des implantations. Sont-elles favorisées par rapport aux autres villes d'Israël ? Ce sera le thème du débat. Restez avec nous.